vers 7 ans, j'ai demandé à ma mère comment, dans les films que je vois, il y a des acteurs, on les voit. Je me dis oui. Mais les histoires, il y a bien quelqu'un qui les invente. Elle me dit oui. Mais comment ça s'appelle ça? Elle me dit réalisateur. Et je lui réponds, c'est ça que je veux faire. Et j'ai plus arrêté d'y penser depuis, en tout cas. Ça, voilà. Ah oui, Donc j'étais très obstiné, très précoce, très passionné. Et mais il y avait un goût particulier pour le cinéma, pour la fiction, pour la télé, pour. Je crois que moi j'analysais pas trop le truc parce que c'était vraiment de la passion et de l'image. Et je crois que rétrospectivement, quand j'y repense, j'étais fasciné par le rapport au passé, en fait, parce que le cinéma c'est vraiment le passé, contrairement au théâtre qui est vraiment chair et os devant nos yeux au moment présent. C'est que comme si c'était la preuve que les acteurs, par exemple, très très morts, ont été très très vivants. La preuve la plus concrète, quoi. Et que quand j'étais enfant, qu'on me montrait Bourvil dans la Grande Vadrouille, par exemple, à 7 ans, c'est ça que je regardais, parmi des films, et qu'on m'expliquait qu'il était mort, je crois que je trouvais ça un petit peu fascinant. Et l'idée qu'un film, c'est comme les enfants qui veulent toujours entendre la même histoire, l'idée qu'un film restera toujours le même à travers le temps, même si nous on change quand on le revoit, mais le film lui-même il est intact tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette chose qui finalement est un peu morbide, mais très belle et très émouvante, je crois que m'a remué. Et alors, vous êtes particulièrement précoce, parce que moi, il m'a fallu des années pour admettre, pour comprendre en tout cas, qu'être cinéphile qui aimait le cinéma, c'était effectivement être à la fois très fétichiste et aimer des cadavres, quand même, d'une certaine manière, ou en tout cas des corps qui peut-être ressemblaient plus tout à fait à ceux qu'ils étaient au moment où on voyait les films. Et vous, tout de suite, pratiquement, c'est... Non, à l'époque, je pensais pas comme ça. C'est après coup que je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose qui me fascinait de cet ordre-là, mais je me suis dit ça des années après. Il n'y a pas si longtemps, je me suis dit ça. Ah bon, d'accord. Oui, non, à 7 ans, j'étais pas du tout dans l'auto-analyse, non, au contraire. Je me dis quand même là, chapeau. Non. Après, comment est-ce que vous êtes devenu réalisateur? Il y a eu des études, il y a eu un parcours. Les études n'étaient pas très. J'ai eu mon bac et c'était à peu près tout ce que j'ai eu, mais par contre, j'écrivais beaucoup. Puis après, j'ai fait des courts-métrages, j'allais dire comme tout le monde, et puis voilà. Puis après, le premier long-métrage. Qui était Chino Dolga. Qui a tout de suite été repéré par la presse, je me souviens quand même. Les premiers films, on en voit souvent, beaucoup, mais celui-ci nous avait particulièrement séduit. Et en même temps, il y avait déjà, j'allais dire, une fausse piste, c'est-à-dire qu'on voulait vous coller le chignon d'Olga, le personnage féminin, une espèce de fils putatif d'Eric Rohmer. Ah oui, c'est le parce que, enfin, j'aime beaucoup Eric Rohmer, mais c'est pas du tout un cinéaste de chevet, bizarrement. Et du coup, mais après, il y a des raccourcis qui se font comme ça, c'est à cause de Genou de Claire, mais qui est pas du tout mon film préféré de Rohmer, d'ailleurs. Mais après, j'étais évidemment. Ah bon, on avait tort, je l'admets. Hein, touché en même temps. Parce que oui, c'est toujours touchant. Oui, voilà. Mieux ça que Max Pékin, par exemple. Oui. Non, mais même plus que touchant, j'étais très très honoré, quoi. Mais en même temps, je voyais pas le. Voilà. Mais après, moi, j'aime bien en même temps qu'on me raconte des choses sur mes films que j'ai pas vu moi. Ça, c'est le plus intéressant pour moi. On va pas parler de cinéastes de référence, mais il y a des cinéastes qui hantent votre cinéma, qui sont là, qui sont cités, mais presque j'ai l'impression de prendre à un moment ou à un autre par la main. Mieux vaut accoucher d'ailleurs de ces filiations plutôt que de faire semblant de les ignorer. Quels seraient-ils, par exemple? On les divise un tout petit peu, mais... Il y a des cinéastes que je revois tout le temps. Je pense... Alors, il y a des gens qui sont très loin, mais il y a quand même Hitchcock et Chaplin. Il y a Renoir et Truffaut, que je revois tout le temps. J'aime bien les associations, déjà. Je revois tout le temps Claude Sautet aussi. Je revois tout le temps Piala, mais ça, je vais dire comme tout le monde. Et heureusement. Comme tous les réalisateurs français. Mais si je peux mettre le doigt sur une influence très précise à un moment donné qui m'a vraiment éveillé, enfin où je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose de... C'est quand j'étais adolescent que j'ai découvert les films que Jacques Becker faisait dans les années 50, qui étaient des films qui étaient très très d'ailleurs, comment dire, qui étaient comme des enfants de Renoir d'ailleurs, et qui déjà annonçaient la nouvelle vague. Des films comme Édouard et Caroline ou Antoine et Antoinette, où il y avait une espèce de légèreté apparente comme ça, et puis que derrière la légèreté, il se cachait des choses très profondes, comme ça, mine de rien. Et que ça, je me souviens que c'était pour moi une émotion, de ressentir une émotion si grande à travers des choses qui avaient l'air si petites. C'est quelque chose dans laquelle je me suis reconnu en y pensant. Voilà, en y pensant, en disant, tiens, ça c'est un langage qui me... Voilà. J'allais dire, en 6 films, on commence à reconnaître la patte Bonnel, à la deviner, à la supputer, pas à la caractériser ni à la souligner, mais elle existe, elle est indéniable, et pourtant elle traverse une filmographie où, à chaque fois, vous inventoriez un genre différent, et à l'intérieur de ce genre-là,
Vous brouillez encore une fois les pistes. On pourrait dire rapidement que Le Chien de Olga est un film sur le deuil, mais ça n'est pas cela. Que Les Yeux clairs est une fantaisie burlesque qui emprunte au conte, et encore, le film n'est pas là. Là, c'est le film choral, et ça n'est pas du tout un film choral, parce que le film choral, généralement, par habitude, se veut 5-6 histoires très marquées, directionnelles, avec une vraie finalité, la finalité étant la rencontre généralement un peu artificielle le plus souvent de ces récits-là. Là, au contraire, c'est quelques déambulations, et derrière l'idée du film choral, c'est plutôt, j'ai l'impression de passer son temps à associer les personnages qui ne devraient pas se croiser, et à l'intérieur de ces scènes de rencontre, créer quelque chose. Mais il n'y avait pas de logique apparente au départ, c'est vrai. C'était une espèce d'impulsion que j'analysais pas d'ailleurs, mais il faut que je vous raconte, j'avais fait un court-métrage. Mon tout premier court-métrage s'appelait Fidèle. Et c'était un plan séquence dans une chambre à coucher, dans la pénombre. Et on voyait un couple se rhabiller, discuter comme ça de façon anodine et assez tendre, assez complice. Et au moment où la lumière s'allumait, on se constatait qu'il s'agissait d'une prostituée de son client. Alors qu'ils avaient l'air presque amoureux et complices et que c'était très doux, justement. Et ce film qui pouvait avoir l'air un petit peu superficiel parce que très court, et que c'était qu'un court-métrage, d'une manière ou d'une autre m'avait un peu frustré, que j'y repensais en me disant mais ces personnages, peut-être ça vaudrait le coup. C'était d'autres acteurs qui jouaient que là dans J'attends quelqu'un, mais ça vaudrait le coup d'approfondir. Et mon second court-métrage, qui est un film très très raté, qui raconte l'histoire d'un couple de cinquantenaires joués, alors c'était genre, en même temps les acteurs étaient super, c'était Miu Miu et Philippe Moirier-Jeunet, qui se promenaient dans la forêt, et il y avait une espèce d'impulsion après toutes ces années de mariage, à travers comme ça une petite mélancolie insondable liée au temps qui passe, une espèce de pulsion comme ça un peu grivoise qui les prenait, et ils couchaient ensemble dans la forêt. Et là, ce film était très raté, donc c'est un film que j'ai très peu montré, mais quand même frustré sur du coup de l'avoir raté. Il en est resté quelque chose dans le couple joué par Caravaca et Emmanuel DeVos. Et en fait, et au début, j'étais pas sûr que tout ça puisse s'imbriquer parce que je comprenais pas bien le fil. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quelque chose qui tient à la mélancolie et à la solitude, et que même la solitude de Daroussin, on peut être solitaire, enfin, je veux dire seul quand on est seul, mais on peut aussi être seul quand on est en couple. Et que c'est une mélancolie encore plus mystérieuse et insondable, d'ailleurs, celle du couple, d'ailleurs. Mais que finalement, tout ça, c'est imbriqué sans que je le théorise trop, justement, mais je me suis laissé aller et avec l'envie de faire un film assez libre, mais que finalement, tout, justement, sans que ce soit trop structuré ou trop, que ça ressemble, je voulais pas que ça ressemble à une équation, comme vous disiez, mais que ce soit, qu'il y ait un écho musical, quoi, je sais pas comment le dire bien, mais que ce soit, voilà. Très bien. Voilà. Est-ce que ce genre de film est plus compliqué peut-être qu'un autre? La Dame de Trèfle empruntera par exemple le film noir. Est-ce qu'un film comme Le Temps J'attends quelqu'un, c'est plus compliqué à écrire parce que justement, la rupture, la tonalité, la ligne mélodique, le motif que l'on reprend, que l'on dénoue, peut-être que l'on aborde d'une manière différente, est-ce que ça demande une certaine rigueur, j'allais dire, au scénario? Alors, au scénario, un peu, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui, quand même, je me souviens, marchait un peu sur quelque chose qui ressemblait à du charme ou à de l'humour, donc qui a fait que c'était un film qui n'a pas été trop difficile à financer, il n'a pas été trop difficile de convaincre. En revanche, comme c'est un film que je voulais sans trop de péripéties, faire un vrai film de personnages qui soit justement faire confiance vraiment au lien entre les personnages, plus qu'en des rebondissements, qu'en une narration comme ça très affirmée, c'était un casse-tête à monter. Le montage était, j'ai jamais suivi l'ordre du scénario, d'ailleurs j'ai jamais essayé. Je me souviens dès le premier jour de montage, j'ai fermé. Et on a cherché une structure pour que tous puissent s'imbriquer et que ça. Qui reposait sur quoi alors du coup? L'émotion. Juste éviter, vraiment des trucs très concrets. Éviter l'ennui et que ça résonne. Et j'ai coupé énormément de scènes. Il y a au moins 40 minutes que j'ai enlevé du film. Parce qu'il y avait ces scènes comme ça qui ressemblaient à la vie, où je voulais que la mélancolie, qu'on ressente des choses à travers des scènes comme ça anodines, joyeuses ou tristes. Et que du coup, c'était une exigence de structure et de montage dont on n'a pas idée. Et j'ai passé des nuits d'insomnie à chercher, en faisant rien de marche. Il y avait beaucoup de scènes entre Eric Caravaca et les chiens, par exemple, que j'ai enlevé, qui étaient très drôles prises à part. Mais au bout d'un moment, des choses comme ça qui s'annulaient d'elles-mêmes ou qui se répétaient. Et voilà. Parmi les choses que j'aime beaucoup dans votre cinéma, entre autres, on y reviendra également tout à l'heure, c'est la façon de caractériser les personnages. Et je m'aperçois que dans J'attends quelqu'un, c'est assez fort. C'est-à-dire que le Loden de Caravaca place tout de suite le personnage
la manière dont Mark City découpe sa banane indique aussi quelque chose. C'est une grande économie d'écriture, et on pourrait voilà, déployer, et en même temps le personnage existe tout de suite dans quelque chose de concret, de très simple, qui le ramène justement aussi au concret, au quotidien, parce que Mathilde n'en est pas du tout détaché, ce ne sont pas des fantaisies comme ça, ce sont des choses quand même qui racontent aussi de véritables dessins. Et ça, j'aime bien. Et c'est un jeu chez vous, ça vous dit penser à la manière de. Il y avait pareil dans les yeux clairs, il y avait des jeux de couleurs, il y avait. Ouais, je dirais que je pense que je suis attiré par quelque chose qui ressemble au décalage ou à l'ambiguïté, donc qui est toujours une chose, mais pas complètement cette chose-là. Et il y a une phrase, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup nourri quand j'ai écrit Le Temps de l'aventure, que j'ai découvert de Tristan Bernard, qui est tout ce qui ressemble. Là, je parlais d'amour, je ne parlais pas de ça, mais ce qui ressemble à l'amour est toujours de l'amour. Et ça, cette phrase m'a fait comme une révélation, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être le sujet d'à peu près tous mes films. Cette chose qui est pas complètement de la tristesse, mais qui en est, ou quelque chose où Jean-Pierre Daroussin et Florence Forêt-Caille, qui est comme ça, quand même très sensible et sentimentale et douce, alors que ce sont des rapports tarifés. Donc cette chose comme ça qui est toujours au bord de... et, et je pense que que ça résonne avec ce décalage des choses, les bananes, le lien avec l'enfance, le chien, etc. Tout ça. Enfin, voilà, je pense que tout ça pourrait être une seule chose en fait. Mais c'est très beau parce que ce sont des détails qui n'apportent rien à la narration et qui en même temps écrivent le personnage, le place. Et j'aime beaucoup ça parce que ça ressemble terriblement à votre cinéma. Il y a toujours un premier degré, un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Et même si le quatrième plan ne se voit pas, il existe, il apporte sa petite touche de couleur ou son contraste ou sa nuance. Mais ça existe malgré moi, parce que là, par exemple, Les Bananes, c'est vraiment mon Marc Sissi, qui est un acteur que j'adore, avec qui j'avais travaillé 2 fois, que j'avais envie de retrouver. Et ce personnage qui embauche le jeune homme aurait pu être très fonctionnel dans l'histoire. Finalement, ça aurait pu être juste, il n'aurait pu être réduit qu'à une fonction. Et je me suis dit, mais si je proposais à Marc, il faudrait qu'on s'amuse, qu'on trouve des choses. Et les bananes sont venues. Et je me souviens, je lui ai dit de toute façon, moi, c'est juste des défis constants. Je lui ai dit, tu vas jouer un personnage qui mange des bananes tout le temps et qui ne sourit jamais. Et comme ça, c'était vraiment la contrainte. Et voilà, on s'est amusé avec ça. Alors, quand on voit, par exemple, J'attends quelqu'un, on se dit, ça va tellement bien aux comédiens et aux comédiennes que vous avez employés. C'est tellement parfait, ça utilise tellement ce qu'ils sont de personnalité, mais aussi d'acteurs. Hein, c'est pas Daroussin ne joue pas Daroussin. Est-ce que vous pensez à eux à un moment donné dans l'écriture? J'ai l'impression que personne n'aurait pu, comment dirais-je, prendre le rôle d'Emmanuelle Devos dans ce film-là. Alors, Emmanuelle, je pense que c'était très inconscient parce que je la connaissais pas du tout dans la vie. Je l'admirais au cinéma, mais j'ai toujours un peu de méfiance avec les acteurs que je connais pas en vrai. Parce que je pense que l'envie de les filmer, elle vient vraiment de la rencontre. Et en même temps, je pense que j'y pensais vraiment inconsciemment, secrètement. Et en revanche, le rôle de Sabine, donc, qui est joué par Florence Forêt-Caille, je l'ai vraiment écrit pour elle. Parce que j'avais déjà fait un film avec elle et je l'ai écrit entièrement pour elle. Et Daroussin, il n'est pas venu tout de suite, mais quand même, dès qu'il est venu, c'était impossible de penser à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai aussi. Et j'adore ça. Je trouve que l'écriture c'est tellement inspirant de penser à des acteurs et que l'écriture est toujours meilleure. Vraiment, en général, ça donne des ailes et on va plus loin. Quoi. Mais il y a aussi une mise en scène d'une précision redoutable. Et la scène, par exemple, où on confie le chien avec Caravaca, où vous jouez là aussi avec les sorties et les entrées de champ, qui est très, très chaplinesque. Mais je pense également dans un autre registre à la scène où Emmanuelle Devos propose au jeune garçon de monter la table, qui devient effectivement un pas de deux très érotique, avec un désir qui traverse même avant qu'il ne se concrétise. Il y a chez vous aussi une précision de la mise en scène. Vous tournez énormément, c'est très pensé le cadre. Oui, c'est très pensé et c'est en même temps très libre parce qu'il me faut vraiment prendre du temps de regarder l'acteur dans le décor pour comprendre comment j'ai envie de le filmer. Même si j'ai des envies précises quand j'écris, je vois tout. Les propositions des acteurs et leur liberté conditionnent tout. Le jour J, enfin le jour du tournage. Voilà. Donc ça n'empêche pas la rigueur d'ailleurs. Je pense que même la rigueur, enfin cette liberté-là n'est pas impossible sans rigueur et vice versa. Cette façon de jouer avec les décors, on retrouve dans votre dernier film, à 3 on y va par exemple, cette tout à fait savoureuse de marivaudage traditionnel où il faut cacher l'objet rapporté, on va dire, et qui devient une scène magnifique, à la fois très chorégraphiée, très, très graphique aussi, et d'une sensualité absolue. En plus, là aussi, la mise en scène apporte différents niveaux à une même séquence. Ah oui, sur À 3 on y va, c'était, ouais, elle me faisait peur cette scène parce que j'avais mis beaucoup de choses dans l'écriture et
Et sans doute qu'à l'époque de J'attends quelqu'un, puisque je l'ai fait il y a 10 ans quand même, mine de rien, donc même moi, ça me fait une émotion de me replonger dedans, parce qu'en plus, je revois jamais mes films. Je pense que j'aurais pas été capable de tourner une scène comme dans Un train d'hiver à l'époque. Dont on ne vous dit rien, parce que si vous n'avez pas eu l'occasion et le plaisir de voir ce petit bijou, vraiment, ne le loupez pas. Faux film parisien de votre filmographie, parce que vous êtes toujours en province. Oui. Et si Emmanuelle Devaux vient à Paris, elle reste quand même provinciale. Oui, parce qu'elle est comme elle est parisienne dans le film, mais comme elle arrive d'une ville et qu'elle reparle dans la même ville. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter si vous l'avez pas vu, mais elle est comme un peu une étrangère dans sa propre ville, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est aussi ce goût de la province, cette façon de la filmer. C'est un peu votre, on va pas dire marque de fabrique, mais c'est récurrent dans votre cinéma. Et ça, pareil, je l'ai analysé très tard. J'ai compris que je me suis dit à un moment donné, mais dans une petite ville, et pour être comme une famille, tout le monde se connaît, mais chacun est seul. Comparé à, bon, ça fait un peu poseur de dire ça, mais comparé à la solitude dans les grandes villes qui prend toujours un autre relief. Et que j'ai toujours été attiré, alors déjà par les non-dits dans la famille, ou dans le couple, voilà. Et du coup, je pense que l'envie de la petite ville ou de la province vient de là. J'aime bien l'idée de vous donner la liberté à vous, justement, c'est pour ça que je pose la question. D'imaginer la suite selon ce que vous avez ressenti. C'est un peu comme on veut. Après, je sais que j'ai remarqué que les spectateurs n'aiment pas trop qu'on leur dise ça, c'est comme vous voulez. Qu'il y a quelque chose qui agace. Mais moi, je suis très soucieux et même respectueux de votre liberté à vous, justement. J'aime pas trop conclure les choses ou verrouiller, justement. Et parler de portes entrouvertes. Et même, j'ai fait d'autres films où la porte était carrément très très ouverte. Parce que ça me plaît beaucoup que vous finissiez le film, vous, en fait. Tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment. Une fois, merci à vous.